Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette assemblée générale de votre SCPI Quorum Origine. On est très heureux de vous retrouver à la fois en présentiel et également en distanciel, voilà pourquoi je m'adresse à une caméra. Vous allez ici pouvoir participer à différents niveaux. Je m'appelle Charlotte Rosier-Tapiro, je vais vous accompagner pendant toute cette assemblée générale et j'en suis absolument ravie. Installez-vous. Alors, vous allez avoir plusieurs temps dans cette assemblée générale. Tout d'abord, un bilan de l'année 2021. Ensuite, le vote des résolutions de cette assemblée générale mixte. Et enfin, quelques éléments pour l'année 2022. Alors, sur tout le déroulé de l'assemblée générale, vous allez avoir des fenêtres durant lesquelles vous allez pouvoir nous poser des questions, à la fois ici en présentiel, ici avec un micro, mais également, je vous montre, avec cette tablette via le chat, puisque vous allez pouvoir interagir avec nous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si toutefois, nous n'avions pas le temps de répondre à toutes ces questions, n'hésitez pas à nous envoyer votre nom, votre prénom et la question, et on reviendra vers vous très prochainement. Et dernière possibilité pour les personnes qui sont présentes avec nous, il y aura un petit cocktail à la suite de cette assemblée générale qui vous permettra de vous adresser directement aux représentants et aux personnes de quorum. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. N'hésitez pas donc, à intervenir. Je suis très heureuse parce que je suis en présence de personnes qui vont être dans la transparence aujourd'hui, particulièrement Frédéric Fusain, qui est le fondateur de Quorum. Bonjour, merci Charlotte. J'espère qu'on ne va pas être trop transparent quand même. Non, quand je parle de transparence, c'est qu'on se dit les choses, il n'y a pas de tabou, on se pose des vraies questions et surtout, on vous fait comprendre les choses, on vulgarise. Moi, je ne comprends pas tout, je pose des questions et je vous assure qu'on m'y répond très bien. Et donc là, c'est vraiment très agréable, n'hésitez pas. Nous avons également Anne Carizot qui est avec nous, secrétaire générale du groupe Quorum et présidente de la séance. Bonjour à tous. Et enfin, Philippe Servesi qui est directeur général de Quorum. Bonjour à tous, bonjour Charlotte. Rebonjour. Alors on va démarrer tout de suite avec Anne Carizot, à qui je laisse la parole puisqu'elle va présider la séance. Oui, merci beaucoup Charlotte. Donc effectivement, j'ai l'honneur et le plaisir d'être la présidente de cette assemblée générale mixte. Je représente la société de gestion qui investit et gère votre épargne. Et nous allons donc procéder aux formalités d'usage pour pouvoir ouvrir cette assemblée générale mixte. Quelques petits commentaires avant d'ouvrir et de désigner le bureau. Pourquoi assemblée générale mixte? Nous allons porter au vote à la fois des résolutions qui ressortent de l'assemblée générale ordinaire, c'est-à-dire la vie quotidienne de votre SCPI, et notamment la validation des comptes de l'année 2021, et également une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir proposer au vote des résolutions qui vont porter plutôt sur des modifications statutaires ou plus exceptionnelles impactant votre SCPI. Je vais procéder aux formalités d'usage. La première donc est la désignation du bureau. Je vais demander à 2 scrutateurs de bien vouloir tenir ce rôle pour observer le scrutin qui puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et je vais pour cela appeler Monsieur Damien Van Hout. Acceptez-vous d'être le scrutateur de cette assemblée? Merci. Merci, Monsieur Van Hout. Et j'appelle également Monsieur Correa de Oliveira. Acceptez-vous d'être scrutateur pour cette assemblée générale? Je vous remercie. Nous allons également désigner Madame Sandrine Fontelio, qui est la directrice juridique du groupe, comme secrétaire de séance. Merci. Et je vais demander à Sandrine de venir déposer sur le bureau l'ensemble des documents obligatoires pour pouvoir finaliser les formalités d'usage. Merci Sandrine. Le bureau est donc désigné. Nous pouvons ouvrir l'assemblée générale mixte de Quorum Origine. Merci beaucoup Anne. Et sans transition, je donne la parole à Frédéric Fusain pour ces quelques mots d'introduction. Merci Charlotte. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, cette assemblée générale de Quorum Origine n'est pas pour nous un événement anodin, ce n'est pas un exercice de style ou un exercice de pure forme. C'est un événement important pour nous depuis 10 ans, puisque c'est le moment privilégié où on vient d'abord répondre à vos questions, on vient également vous faire des propositions et recueillir votre avis. Voilà, et derrière ce terme un peu rébarbatif d'assemblée générale, il y a la réalité de la vie d'une société et puis de ses associés qui doivent aussi prendre des décisions une fois par an. Et pour nous, au bout du compte, vous soumettre nos travaux et
et recueillir votre approbation sur les travaux que nous avons réalisés pour votre épargne au cours de l'année écoulée. Alors, je vous disais que c'est, je crois, la 11e Assemblée Générale, la 11e année consécutive, on tient cette Assemblée Générale. On avait à l'époque un objectif qui était clair, hein, quand on a créé cette SCPI en 2012, c'était délivrer un rendement de 6%, c'était ce qu'on en allait payer sur vos comptes bancaires tous les ans depuis cette SCPI vers vos comptes bancaires. Voilà, au bout de plus de 10 ans maintenant, l'objectif est régulièrement atteint. On fait une très belle année 2021. On va vous en dire un peu plus, on va dire comment est-ce que on s'y est pris cette année. Alors, j'ai souvent la question, mais votre truc, là, c'est assez incompréhensible. Comment est-ce que vous faites pour faire plus de 6% avec une telle régularité ? On va essayer de vous l'expliquer avec nos mots qui vont être le plus simples possible, mon cher Philippe. Absolument. Je pense que tu vas essayer de faire un effort. Je vous promets rien, mais... Et puis surtout, on compte sur vous pour nous poser les questions les plus dérangeantes possibles et les plus embêtantes possibles. Je pense que c'est la seule façon d'arriver à rendre tout ça parfaitement compréhensible pour vous et faire en sorte que ces 7,03% n'aient plus aucun mystère pour vous. Il y avait une deuxième composante dans cette performance qui était l'appréciation du patrimoine, parce que c'est très bien de vous renvoyer les loyers sous forme de dividendes, c'est ce qu'on appelle le revenu, le flux. Faut-il encore que le capital que vous nous aviez confié, lui, s'apprécie. Donc ça, c'est le patrimoine. On a eu 6 années consécutives ou presque de hausse du prix de part. On avait fait une petite pause en 2020-2021. Avec un trou en 2017. 2017, on trouvait que le marché surchauffait vraiment. Le marché immobilier, on s'est dit, c'est pas possible que ça continue à grimper. Puis finalement, ça avait continué à grimper en 2018-2019. 2020, coup d'arrêt, c'est la crise du Covid. 2021, on reste aussi prudent, crise du Covid. Et puis 2022, voilà, 1er avril, c'était pas une blague, hein, on a augmenté le prix de part de 4,1%. On va vous expliquer à travers les chiffres comment est-ce que cette augmentation du prix de part a été possible. Mais on y reviendra aussi tout à l'heure. Ce qui est important pour nous, oui, le patrimoine s'apprécie, mais surtout, il faut qu'il s'apprécie de façon concrète et sous forme sonnante et trébuchante sur votre compte bancaire. C'est pour ça que l'augmentation du prix de part, on en est fiers, on est content de l'avoir fait. Mais ce qui compte surtout, c'est l'appréciation qui se traduit par une vente des plus-values et une distribution de dividendes exceptionnels. Et puis enfin, en guise d'introduction, je dirais maintenant quasiment comme tous les ans depuis 10 ans, votre SCPI a été distinguée. Alors, je crois qu'il y a une bibliothèque complète de distinctions et de prix chez Quorum reçus par Quorum Origine. On en est très fiers, mais surtout, on est heureux que la profession et puis le marché reconnaissent cette performance de votre SCPI, puisque c'est votre SCPI, c'est pas celle de Quorum, c'est votre épargne. Et voilà, c'est une reconnaissance, mais la meilleure des reconnaissances, c'est la vôtre. Et on est là pour recevoir aujourd'hui vos remarques et puis répondre à vos questions. Merci beaucoup Frédéric. On va passer maintenant à une rubrique qui s'appelle « Parlons de vous ». Et pour ce faire, je vais appeler Baptiste Bruno, qui est directeur commercial de Quorum l'Épargne. Merci Anna, tout à l'heure. Ça va Baptiste ? Très bien, merci. Super, alors je te passe la parole. Merci beaucoup. Parlons de vous, chers associés et épargnants. Dans Quorum Origine, vous êtes près de 40 000 associés dans cette SCPI pour une capitalisation d'environ 2,2 milliards d'euros, qui en fait une des plus grosses SCPI du marché, et une croissance modérée, puisque vous le voyez, une croissance de 11% par rapport à 2020. C'est une croissance que l'on a souhaitée. Il faut que vous en soyez parfaitement conscients, puisque nous limitons le développement de votre SCPI, donc la collecte, les afflux de capitaux, depuis 5 ans. Alors, ce n'est pas uniquement pour limiter et pour rendre le produit rare, mais c'est uniquement pour tenir la performance, et donc agir dans votre intérêt. C'est une discussion qu'on a de manière hebdomadaire, et puis avec un point évidemment plus important une fois par an avec les équipes de Philippe Servézy sur la partie immobilière. C'est vraiment pour nous une des seules solutions pour être capable de tenir la performance dans le temps, une performance dans la durée, c'est de trouver finalement les investissements en face des capitaux qui nous sont confiés. Donc pour cette raison, et comme les marchés sont de plus en plus chers, nous avons décidé depuis 2016
de réduire et de limiter en tout cas le développement de cette SCPI pour tenir l'objectif qui avait été fixé. Est-ce que c'est quelque chose de commun, ça, Baptiste? Alors, pour un directeur commercial, c'est pas vraiment commun, et ça peut être parfois même frustrant, mais on le sait que c'est dans l'intérêt de la SCPI, dans l'intérêt des associés, des épargnants. Sinon, nous ne serions pas capables de délivrer ces 6%, et c'est pas 200 millions d'euros, puisque c'est à peu près la collecte de 2020, donc là, les capitaux qui nous ont été confiés, mais ce serait plus 800 millions d'euros ou 1 milliard d'euros qui auraient été collectés, qui auraient été peut-être investis dans des conditions qui sont ce qu'elles sont, et donc un rendement qui ne serait plus de 6, mais qui serait très rapidement de 5 ou de 4%. Donc ce que tu es en train d'expliquer, Baptiste, parce que pour que vous compreniez bien ce qui est en train d'être dit, Philippe est associé de la société de gestion Quorum Asset Management, tout comme Baptiste. Et Baptiste, tu es en train de nous expliquer que si tu ne peux pas développer la SCPI autant que tes clients le souhaitent, puisque ce sont Oui. vous, les épargnants, qui souhaiteriez pouvoir abonder plus à Quorum Origine, c'est de la faute de Philippe qui n'est pas capable d'investir. C'est de la faute de Philippe. C'est vrai. C'est souvent de la faute de Philippe. C'est vrai. Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire dans toutes les sociétés de gestion? Je te laisse nous répondre, mais a priori non, puisque si on appartenait à un grand groupe, ce qui compterait, c'est uniquement, on va dire, l'intérêt des actionnaires, et on pourrait collecter beaucoup plus. C'est un élément important, je pense qu'il faut le rappeler, c'est qu'aujourd'hui on fait l'assemblée générale d'une société de gestion qui est un groupe complètement indépendant, qui contrairement à énormément de sociétés de gestion ne dépend pas d'un actionnaire bancaire qui évidemment aurait des intérêts qui seraient pas forcément, on va dire, les mêmes que les porteurs de parts. Et c'est quelque chose qui est absolument essentiel et qui explique beaucoup de choses dans la gestion au quotidien de votre SCPI. Je ne suis pas en train de vous dire que la SCPI est à capital fixe, ça demeure une SCPI à capital variable, mais dont nous maîtrisons le développement pour, encore une fois, calibrer son développement à notre capacité à investir dans le temps, ce qui permet d'afficher les résultats que vous avez juste avant, soit une performance de 6% ou plus depuis plus de 10 ans, dont on est évidemment extrêmement fier, et ça a un prix, c'est la rigueur. À présent, qui êtes-vous, chers épargnants? Vous êtes près de 40% à étudier dans la classe d'âge entre 45 et 64 ans, ce qui peut paraître assez logique dans la mesure où il s'agit d'un produit d'épargne immobilière, un produit long terme, et qui distribue des revenus complémentaires. Donc on peut être aussi dans une phase de préparation de revenus complémentaires pour la retraite. Baptiste, je le prends assez mal parce que je me sens un peu visé par la tranche d'âge 45-64 ans. Mais ne le prends pas mal. Et je ne vois pas en quoi l'épargne immobilière est un produit, parce que ce que tout entend, c'est que c'est un produit un peu pépère. C'est ça, Baptiste? C'est pas un produit pépère, mais c'est un produit qui investit dans de l'immobilier. Et on sait par nature que l'immobilier est un investissement long terme, puisque c'est un investissement qui est illiquide. On ne peut pas vendre ou acheter à tout moment. Et donc c'est pour ça que c'est un produit long terme. Et qui a la vocation, dans le cas de la SCPI, à distribuer des revenus complémentaires une fois passé les délais de jouissance, donc qui va potentiellement mieux s'adapter à des personnes qui recherchent des revenus suite à une baisse qui pourrait être liée à un départ à la retraite ou suite à une baisse future dans le cadre d'une préparation. Mais ça, c'est assez Charlotte, je trouve qu'il s'en classique. sort pas mal. Hein. Il est pas Franchement, mauvais. j'allais dire, vous avez vu, il n'y a pas de tabou. D'ailleurs, vous allez voir, pendant toute l'assemblée, ils se posent des questions, ils se challengent. Donc c'est vraiment un moment. Vous pouvez les challenger aussi. Ce qui peut être un tout petit peu plus surprenant, ce sont les 15%, où 15% des épargnants ont moins de 35 ans. Et cela est certainement lié à deux innovations qui ont été lancées par Quorum en 2017, qui sont les versements programmés et les réinvestissements de dividendes, ce qui permet d'investir, dès lors que l'on détient une part, 50 € par mois, et donc qui permet à tous les membres d'une même famille d'être associés de nos SCPI. Merci beaucoup. Alors, vient le moment des questions. Je vous le disais, plusieurs fenêtres de questions pendant cette assemblée générale, aussi bien chez vous, derrière votre écran, qu'ici en présentiel. Alors, on va lancer le moment des questions maintenant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? J'en ai déjà sur la tablette, sur le chat. Alors, je prends sur la tablette. Vous avez vu, vous êtes mis à l'honneur. Est-ce que Quorum Origine est labellisé? Tu veux répondre? Je te laisse répondre. Alors, j'imagine qu'on parle de labellisation ISR. Aujourd'hui, non, Quorum Origine n'est pas labellisé ISR.
Tu peux nous rappeler ce que veut dire Alors, ISR? c'est investissement socialement responsable. Donc ça veut dire qu'on fait particulièrement attention à nos investissements et on va essayer de jouer sur la consommation des déchets par les locataires, l'utilisation de l'eau, des choses comme ça, sachant que c'est la société de gestion qui fixe les critères. Pourquoi est-ce que Quorum Origine n'est pas labellisé ISR, contrairement à une autre SCPI du groupe qui est Quorum Orion? On est très méfiant chez Quorum, de façon générale, au niveau des effets de mode. C'est vrai pour nos investissements, c'est vrai pour nos ventes, je vais y revenir, mais c'est vrai pour la labellisation. Évidemment que l'ISR, c'est une très bonne chose, et évidemment qu'on a la volonté de faire notre part sur l'environnement et le développement durable. En revanche, on ne veut pas que ce soit un affichage. Ça veut dire que si un jour Quorum Origine, mais c'est vrai pour Quorum XL, qui n'est pas labellisé également, doit être labellisé, on fera les choses proprement, et on le fera bien, pas juste pour afficher un label. Et ça veut dire peut-être faire des travaux importants sur certains immeubles, ça peut avoir un impact sur la performance. Chez Quorum, on est convaincu que le plus important et la chose la plus essentielle pour vous en tant que porteur de part, c'est la performance. Et si un jour on va chercher une labellisation comme on l'a fait sur Orion, c'est parce qu'on considère que ça n'aura pas d'impact sur la performance et donc sur votre revenu. Oui, à ce titre, j'ai été un peu choqué de voir la publicité d'un très grand gérant, filiale d'un grand groupe bancaire. La première lunette commence par un A et la dernière par un I, où en gros un spot télé qui durait 30 secondes, on vous expliquait qu'aujourd'hui pour votre épargne l'essentiel c'était pas la performance, mais c'était justement d'avoir ces labels et d'être intégré dans la société et d'accompagner les évolutions de la société. Alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez, je me sens complètement intégré dans la société, évidemment. On accompagne les mouvements de société, évidemment les sujets environnementaux et sociétaux sont éminemment importants, mais notre métier c'est avant tout de vous délivrer de la performance. Vous ne viendrez pas à l'idée d'investir dans une société voilà, par exemple qui développe de l'armement ou qui a des activités liées avec des choses peu corrélées avec les aspects sociétaux et environnementaux. Mais voilà, il ne faut pas se tromper d'objectif. Nous, on considère que notre proposition de départ, c'était de faire la performance pour votre épargne. Ça ne nous empêche pas, indépendamment de tous les labels, de faire ce qu'on a à faire sur les consommations d'eau des immeubles, etc. Mais il y a eu depuis quelques années un tel brouhaha, une telle exploitation marketing et commerciale de ces labels. En définitive, pour parler de tout sauf de l'essentiel, c'est qu'est-ce que mon épargne me rapporte. Voilà, on est un petit peu méfiant sur tous ces sujets-là et en tout cas, on n'en fait pas un paravent marketing. Merci beaucoup. Une autre question qui nous vient du chat. Comment faites-vous pour maintenir et augmenter le prix de la part tout en vendant des biens et en distribuant les plus-values? C'est une question extrêmement dérangeante. Je ne suis que porte-parole. Non, mais je vais laisser Philippe développer dans le détail, mais en définitive, il y a deux façons de gérer de façon générale. Il y a une approche qui est par accompagner le marché et suivre des indices, par exemple. Voilà. Et puis il y a une autre approche qui est beaucoup plus entrepreneuriale, qui est celle qu'on revendique chez Quorum, qui est celle par le cash. Le cash, c'est l'argent. Voilà. La seule chose qui compte à la fin de la journée, c'est l'argent qui arrive sur votre compte bancaire. L'augmentation du prix de part, je ne vais pas vous dire que c'est théorique, c'est lié, Philippe va vous l'expliquer, à des expertises notamment sur les immeubles, mais la vraie vie, c'est la vraie création de valeur, c'est quand on vend un immeuble, qu'on dégage une plus-value. Alors on ne dégage pas toujours des plus-values, hein. Je vais être très transparent là-dessus, on n'est pas des génies, on ne fait pas que des choses magiques, on s'en faut, mais c'est vendre un immeuble, dégager une plus-value, et tout de suite vous renvoyer la plus-value sur votre compte bancaire. Voilà, pour nous, c'est l'approche entrepreneuriale de la gestion, du placement, et c'est l'approche entrepreneuriale qu'on a de l'immobilier. Alors, il a déjà dit beaucoup de choses qui sont très vraies. On a eu la même question en 2017. On était beaucoup moins à l'Assemblée Générale parce que le fonds était plus petit. Sauf que la question à Frédéric et moi, elle nous a été posée un peu différemment. On nous a dit, est-ce que vous êtes un Ponzi ? Donc forcément, on ne l'avait pas très bien pris à l'époque, puisque non, nous ne sommes pas une pyramide de Ponzi. On n'utilise pas l'argent des associés pour payer les autres. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ? Frédéric l'a très bien expliqué. On n'est pas des génies. Il y a deux choses qui sont, je pense, l'essence de notre gestion. La première, c'est qu'on n'a pas peur de sortir de notre zone de confort. On n'a pas peur d'aller investir ailleurs, on n'a pas peur d'aller investir dans d'autres pays, de le faire dans une langue qui est différente, d'avoir des équipes étrangères, et on n'a pas peur d'aller acheter et vendre des choses qui sont parfois un peu contre-intuitives.
Je rappelle pour tout le monde, mais j'en reparlerai, qu'en 2015-2016, le bruit du marché, c'est de dire que Quorum Origin génère de la performance parce que c'est une SCPI logistique. Ce qui était complètement faux, puisqu'à l'époque, on avait 20% de logistique dans le patrimoine. Il se trouve qu'aujourd'hui, la logistique s'est sensiblement valorisée. Pourquoi est-ce qu'on doit faire un arbitrage entre la vente et le prix de part? Frédéric l'a très bien expliqué, donc je ne vais pas beaucoup développer. Le prix de part, c'est théorique. Vous pouvez avoir un prix de part qui augmente pendant 10 ans. S'il se passe quelque chose d'important sur le marché, vous ne toucherez jamais l'argent qui est issu de cette augmentation de prix de part. La plus-value, le jour où elle est générée, elle vous est versée. Elle est sur votre compte, c'est de l'argent que vous pouvez utiliser demain pour faire un cadeau de Noël à votre femme, pour acheter un cadeau à vos enfants. C'est quelque chose qui est réel. Et il n'y a que ça qui... Pour réinvestir dans une SCPI Quorum, éventuellement. Ou pour réinvestir dans une SCPI. Donc voilà, ça fait partie de l'essence de notre gestion. Quand il y a une plus-value, il faut savoir parfois la cristalliser. Voilà, alors, juste pour conclure sur le point, il y a quand même un paradoxe. C'est que si on pousse notre raisonnement jusqu'au bout, et si nous avez bien entendu, ça veut dire que chaque fois qu'on a un immeuble qui prend de la valeur, il faudrait le vendre. Alors, ça pose un problème, c'est que si chaque fois qu'on a un immeuble qui fait de la valeur, il faut vendre, on va vendre beaucoup. Et une fois qu'on a vendu, il faut réinvestir. Voilà. Donc, on ne peut pas tout vendre au même moment, parce qu'il y aurait beaucoup d'argent qui ne serait pas investi, donc autant de revenus qui ne viendraient pas, parce qu'il n'y aurait pas de loyer en face. Et on n'a pas le droit. On ne peut pas tout vendre, puisqu'il faut qu'on attende un délai de 5 ans avant de vendre. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une SCPI qui a une belle maturité de 10 ans. Elle a une taille suffisante pour qu'elle commence à vendre. Alors dans le jargon de Philippe, on dit arbitrer, mais ça veut dire vendre de façon assez significative. Les immeubles sur lesquels on considère il est temps de vendre, parce que c'est des immeubles qui créent assez de valeur, ou peut-être que c'est des immeubles qui commencent à être un peu à risque, où le locataire est à risque, ou au contraire qu'on atteint le maximum de la valeur et on va vendre. Et ce qu'on a commencé à faire cette année, vous allez voir de façon beaucoup plus régulière dans les années qui viennent. Et ça, on le doit à la taille de votre SCPI. Merci beaucoup. Je vous coupe. Ça, on peut le faire également parce qu'on limite la collecte. Parce que les cessions, c'est aussi... coupé. Pardon. Les cessions, c'est aussi des capitaux à réinvestir et donc un travail de ton côté. Tout à fait. Merci beaucoup. Il me regarde, il a peur que je... Je suis apeuré. Surtout que je vais donner la parole bientôt. On va passer maintenant à Parlons de votre patrimoine. Et nous allons parler de votre patrimoine, de votre SCPI et voir comment il a évolué en 2021. Pour cela, je vais passer la parole donc à Philippe, lui repasser la parole, qui est directeur général de Quorum. Mais avant de lui laisser la parole, on va regarder en image une petite vidéo pour récapituler les achats et les ventes en 2021. C'est l'usage de l'épargne qui nous est confié.
Merci beaucoup pour cette magnifique vidéo. Et maintenant, je rends la parole à Philippe pour qu'il nous illustre un petit peu tout ce qu'on a vu en vidéo. Merci Charlotte. Donc effectivement, on a eu l'habitude de parler d'acquisition pendant ces assemblées générales. On vous a toujours dit que ce qui était l'élément principal dans nos investissements, c'était l'opportunité. Et cette année, on va peut-être un peu plus parler des sessions, parce que c'est la première année qu'il y en a autant. Il y a eu 9 sessions qui ont été réalisées en 2021. Et ces sessions, c'est exactement la même logique. C'est l'opportunité. Quand on les regarde dans le détail, je ne vais pas rentrer dans le détail des 9 sessions, parce que ça va être un peu long, mais on peut parler de certaines en particulier. On voit que ce qu'on a vendu, c'est principalement de la logistique et de l'industriel. Pourquoi est-ce qu'on a vendu de la logistique et de l'industriel? Parce qu'il s'est passé quelque chose depuis la crise du Covid-19, c'est que les gens ont réalisé qu'on avait besoin d'entrepôts et que tout le monde, tous les investisseurs souhaitent acheter de la logistique, qui a eu un essor évidemment très important du e-commerce suite à la crise sanitaire, et tout le monde se précipite sur la même chose. Le problème, c'est que, comme souvent dans ce genre de situation, on se retrouve avec une surréaction des marchés et des prix qui sont extrêmement élevés sur la logistique. La logique de Corum, ça a toujours été la même. Si jamais il y a une opportunité, on la saisit. Donc on a vendu plusieurs entrepôts logistiques, et notamment des entrepôts logistiques qu'on avait achetés pour certains il y a assez longtemps avec des baux très longs de 10 à 12 ans, sur lesquels il nous reste 3 ou 4 ans, et où on n'a pas vraiment une visibilité sur la capacité du locataire à rester. Donc on vend. Même chose, l'autre élément phare, on va dire, de nos sessions, c'est la santé. Pourquoi la santé? C'est exactement la même logique. Les marchés, ils ont réagi exactement de la même façon. Covid-19, on a besoin de locataires liés au domaine de la santé parce que ce sont des immeubles avec des locataires qui vont prendre de la valeur. On avait notamment 2 immeubles qui avaient des locataires liés au domaine de la santé, des biotech pharmaceutiques dans la ville de Leiden aux Pays-Bas. On vend, surtout qu'il y a un des 2 immeubles sur lequel on savait que le locataire n'avait pas forcément la volonté de rester dans 4 ans. Donc oui, c'est purement opportuniste. Il faut quand même préciser, Philippe, qu'en définitive, quand on parle de santé, c'est le marché immobilier qui considère que c'est la santé. Pour autant, ce sont des immeubles de bureaux avec des entreprises qui ont des activités de santé. Mais comme beaucoup de fonds se sont lancés, alors il n'y a pas que les SCPI, mais partout en Europe, beaucoup de fonds immobiliers se sont lancés avec des thématiques santé auprès de leurs investisseurs. Comme il y a peu de cliniques à vendre, peu de maisons de retraite en définitive à l'échelle de l'Europe, parce que ce sont des niches, tout ce qui peut ressembler à la santé, du coup, prend énormément de valeur. Et c'est ainsi, je dirais, un peu à l'insu de notre plein gré. Mais complètement. Qu'un immeuble de bureau dans lequel on avait une biotech, ou des entreprises liées au secteur de la santé, s'est mis à prendre énormément de valeur parce que pour l'investisseur qui achète, il peut afficher ça comme de la santé. En fait, ce qui se passe, c'est que les investisseurs font des fonds dédiés à la santé, mais quand vous faites un fonds dédié à la santé, vous avez forcément un marché qui est assez restreint, parce que ce n'est pas la majorité des immeubles. Donc ensuite, vous vous retrouvez à vous battre et à parfois être très agressif pour acheter quelque chose que vous pouvez assimiler à de la santé, pour dépenser le capital qui a été déployé, puisque comme c'est plutôt des immeubles à la mode, eh bien forcément, les investisseurs lèvent énormément d'argent, collectent beaucoup d'argent et ils ont besoin de le déployer. Et le dernier point pour illustrer ça, l'hôtellerie, c'était pas forcément intuitif de vendre de l'hôtellerie en 2021. Pour être très honnête, on ne l'avait pas forcément prévu. Et puis on a eu une occasion qui s'est présentée qu'on n'a tout simplement pas pu refuser. Donc on a pris le point et on a vendu ces actifs-là. Donc tout ça pour vous dire que on est tous sauf des génies. Mais il se trouve que voilà, il y a des gens qui sont prêts à acheter des objets de votre patrimoine, des immeubles de votre patrimoine, parce qu'ils considèrent que, ils ont un intérêt particulier à l'acheter, en tout cas à l'acheter beaucoup plus cher que ce que nous-mêmes l'avons acheté. Donc on n'hésite pas à les vendre. Tout à fait. Donc c'est un tableau qui synthétise les plus-values réalisées, 27,5 millions d'euros sur l'année. Je vais prendre un peu de temps sur cette diapositive parce qu'elle est importante et je vais l'utiliser pour faire le lien avec une résolution que vous allez devoir voter, qui a fait parler, je le sais, c'est la résolution 16 sur la commission de cession de la société de gestion. 150 millions d'euros de cession, ça paraît pas si énorme finalement quand on parle des montants d'investissement. On est habitué à avoir des montants en centaines de millions d'euros. Il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est qu'une cession, en temps, pour les équipes de gestion de Corum, c'est extrêmement long et plus compliqué qu'une acquisition. Pourquoi? Quand vous faites une acquisition, c'est vous qui posez les questions. Donc même si vous en posez 150 ou 200, c'est votre vendeur qui doit vous répondre. Vous posez juste les questions. A l'inverse, quand vous vendez, on vous pose les questions. Donc vous vous retrouvez avec 200, 250 questions auxquelles vous devez répondre. Mais ça, Philippe, excuse-moi, c'est un peu ton métier de répondre aux questions. Alors oui, sauf que quand vous en faites 9 en même temps, et quand vous en faites 9, la plupart dans des pays dans lesquels il n'y a pas de notaire, parce qu'il faut l'avoir en tête. En France, on est habitué au notaire qui répond aux questions. Dans la plupart des pays dans lesquels on est actif, il n'y a pas de notaire. Ou alors il y en a, mais c'est uniquement des chambres d'enregistrement. Donc c'est les équipes de Corum, encore une fois, qui répondent aux questions. C'est donc un très gros travail. Ensuite, évidemment, et vous vous en doutez, il y a un très gros travail de recherche en amont sur tout ce qui va impacter la cession, sur les droits de mutation du pays, sur les agents immobiliers qui vont nous aider à vendre les actifs,
sur la fiscalité et sur tous ces éléments-là. Donc c'est beaucoup de travail. Pourquoi est-ce que je dis que je veux le mettre en perspective avec la résolution 16 ? Les SCPI, historiquement, ne sont pas des véhicules qui ont beaucoup vendu. Frédéric en a très bien parlé au début. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup vendu ? Parce que ça implique de réinvestir l'argent. C'est un vrai choix de gestion. Et je vais même être encore plus transparent avec vous. En choisissant de vendre 150 millions d'euros, dont une centaine de millions d'euros au mois de décembre, on s'est complètement mis en risque et on est sorti de notre zone de confort parce qu'au 1er janvier... J'espère que c'est un risque calculé, Philippe. C'est un risque calculé, puisque tu vas voir qu'on a réagi par rapport à ça. Au 1er janvier, on avait énormément de cash à réinvestir dans la société, dans la SCPI. Pourquoi ? Parce que quand vous vendez 150 millions, vous distribuez les plus-values, vous avez quand même environ 120 millions d'euros à réinvestir. Et vous devez le réinvestir le plus vite possible. Donc on choisit de cristalliser la plus-value, on choisit vraiment l'intérêt du porteur, parce qu'on considère qu'on n'aura plus d'offres comme ça dans le futur, et on vend. Derrière, les équipes d'investissement, elles doivent l'anticiper, et elles doivent réinvestir cet argent le plus vite possible. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a été fait, puisque au 31 mars, on a déjà 140 millions d'euros qui ont été investis pour Quorum Origin, ce qui est très rare. Il y a une saisonnalité dans les investissements, on le sait, et en général, le premier trimestre est assez calme. Les équipes d'investissement, elles étaient préparées, et elles ont très bien fait leur job, parce qu'elles ont réussi à investir l'argent issu de ces sessions pour ne pas diluer la performance de votre fonds. Qu'est-ce que c'est que la résolution 16, dont Anne vous parlera tout à l'heure ? Cette résolution, elle parle d'augmenter la commission de la société de gestion, qui était historiquement entre 0,75 et 1%, à 5%, si et seulement si la SCPI réalise une plus-value supérieure à 5%. Pourquoi cette augmentation de la commission de cession ? Je vous parlais du travail que ça représentait, qui est très important. L'autre point qui est important, c'est ce que Baptiste évoquait. On a fait un choix de gestion extrêmement fort, d'autant plus que les gens avec qui vous interagissez sont les actionnaires de la société de gestion depuis 2016. On collecte entre 250 et 300 millions d'euros par an sur une SCPI qui pourra collecter à peu près 1 milliard d'euros, voire plus certaines années. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour protéger la performance. C'est la seule raison. Parce qu'effectivement, on ne pourrait pas investir dans les meilleures conditions si on collectait beaucoup plus d'argent. Protéger la performance, c'est aussi mettre les équipes dans les meilleures conditions pour réaliser des plus-values. Les équipes de gestion immobilière aujourd'hui, elles font très bien leur travail, mais elles sont coupes tout le monde, elles ont 2 bras, 2 jambes, et quand elles font une session à l'étranger, elles sont mobilisées avec énormément de travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on soumet à votre vote, et évidemment, ce sera votre décision, de passer cette commission de session à 5%. C'est très clair. Merci beaucoup. Alors, tu voulais peut-être nous parler de la diversification. Oui, la diversification, ça a toujours été un thème extrêmement important pour votre SCPI. Il y a 2 typologies de diversification. La première, c'est la typologie d'actifs. On voit qu'on est investi dans le bureau, dans le commerce, dans l'hôtellerie, dans l'activité de la logistique et la santé. C'est quelque chose qui vous protège. On l'a encore vu récemment. Il y a des mouvements. L'immobilier, c'est quelque chose qui évolue. La valeur évolue. L'immobilier de commerce, quand on a lancé Quorum Origin, c'était quelque chose qui était intouchable. On ne pouvait quasiment pas en acheter parce que c'était la classe d'actifs star. Depuis quelques années, on peut en racheter, en tout cas une certaine typologie de commerce, et on le fait parce qu'on considère qu'il y a eu, encore une fois, une surréaction des marchés suite à la crise de la Covid-19 et les difficultés rencontrées par certains locataires commerçants. A l'inverse, la logistique, c'est fortement apprécié, j'en ai déjà parlé. Donc c'est très important d'être diversifié et de saisir les opportunités par rapport à cette diversification. Je ne parle pas du bureau parce que je suis sûr que j'aurai une question sur l'avenir du bureau, donc j'y reviendrai ensuite. J'ai quand même une slide sur un commentaire sur cette slide. Le titre, c'est « Une stratégie de diversification à tous les niveaux ». La réalité, c'est que la diversification n'est absolument pas une stratégie de votre SCPI. La diversification est une conséquence de l'opportunisme de votre SCPI. Et on l'avait écrit au moment où on avait créé Quorum Origin. On avait dit attention, on avait prévenu en disant attention. À un moment, on risque d'être très investi dans un pays parce que c'est le bon moment pour investir dans ce pays, dans cette classe d'actifs. C'est ce que disait tout à l'heure Philippe avec le commerce. On avait très peu de commerce en 2012 parce que c'était très cher par rapport aux autres types d'immeubles. Voilà, on était très investi en Espagne. Je pense qu'à un moment, on a dû être investi jusqu'à 50% en Espagne. En Allemagne aussi. En Allemagne en 2015. Voilà. Donc en fait, la diversification, elle vient en marchant, et c'est ce qui est assez magique au bout de 10 ans avec cette SCPI, c'est que oui, elle est hyper diversifiée dans tous les domaines, mais qu'elle n'est la résultante, tout ça n'est la résultante que de son histoire, qui est faite d'opportunisme. Et je pense qu'il faut bien l'avoir en tête, parce que vous verrez que dans les années à venir, ça va continuer à évoluer, même si votre SCPI devient grande et sans doute un peu moins, je ne vais pas dire agile, mais en tout cas un tout petit peu moins mobile. On va voir quand même qu'il pourrait y avoir des accélérations ou des décélérations sur certains pays, voilà, par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, la France qui ont vu leur part baisser récemment parce que ça fait partie des pays les plus chers en Europe. Aujourd'hui, votre SCPI, elle est diversifiée dans 13 pays en Europe, en zone euro.
ce qui est une protection évidemment, puisque les pays ne sont pas toujours alignés sur le même cycle. Si on regarde cette diversification, il y a 3 pays dont je voulais parler au regard de la crise en Ukraine. La première chose, pour rassurer tout le monde, on n'a pas d'immeubles en Ukraine ou en Russie, c'est important. On a des immeubles dans les pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie, qui, et c'est important de le rappeler, sont en zone euro, mais sont surtout membres de l'OTAN. C'est-à-dire que si demain il se passe quelque chose dans un de ces pays-là, on aura des problèmes qui dépasseront le cadre de l'immobilier. Et ces pays-là, aujourd'hui, représentent une exposition qui est très faible dans votre SCPI. On était à 8% au 31 décembre 2021. On est même retombé sous les 6,5% suite aux investissements réalisés au premier trimestre 2022. Les taux d'occupation. Le taux d'occupation, qui est un élément qui est important. Alors, il faut être honnête, Philippe, on est moins bon qu'il y a quelques années. Absolument. On est moins bon. On a eu l'habitude d'être à 90 ou 99%. Mais j'ai des bonnes nouvelles. Le taux d'occupation, il a été impacté par la crise de la Covid-19, forcément. On avait un peu de commerce, on a des locataires qui ont dû partir. On avait parfois un peu de bureaux qui ont été délaissés. Tout ça, c'est un gros travail des équipes d'asset management. On vous l'a souvent dit chez Quorum. Pourquoi est-ce que l'impact de la Covid-19 n'a pas été très important? C'est parce que ce sont nos équipes de gestion immobilière qui gèrent elles-mêmes leurs immeubles, ce qui nous permet d'anticiper les mouvements de locataires. On espère que la crise de la Covid-19, elle est derrière nous. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a plus de 12 000 m² qui ont été reloués uniquement sur le premier et le deuxième trimestre 2022, dont certains baux qui ont été signés très récemment. Donc ce taux d'occupation, dès votre prochain bulletin trimestriel d'information, vous allez voir qu'il est sur une courbe ascendante. Et elle continue, parce que les équipes de gestion immobilière, elles continuent leur travail, et elles font très bien leur travail, puisqu'on est en passe de re-signer de nombreux baux, parfois de renouveler, parfois de combler la vacance, et ça va continuer à monter pour se rapprocher du taux historique qui était plutôt de l'ordre de 97-98%. C'est notre objectif au quotidien. L'autre point important de cette diapositive, c'est la durée ferme moyenne des baux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend tous les baux de votre SCPI et qu'on n'en fait qu'un seul, ce serait un bail qui serait d'une durée ferme, donc le locataire ne peut pas en sortir, de 6,8 ans. Donc on a un loyer sécurisé sur les 7 prochaines années, quasiment les 7 prochaines années, jusqu'en octobre 2028. Et plus on signe de baux plus longs que cette durée de 6,8 ans, plus ça augmente. Alors là aussi, il faut aller jusqu'au bout des choses, Philippe. Il y a quelques années, on avait plutôt une durée moyenne qui était de 8 ans. Alors c'est vrai que c'était il y a 2, 3, 4 ans. Évidemment, plus le temps passe, plus ça se raccourcit. Voilà, donc c'est un indicateur qui reste malgré tout en valeur absolue fort, parce que près de 7 ans de visibilité sur l'occupation des immeubles et surtout sur le paiement des loyers par des locataires qui sont solides financièrement, ça nous donne quand même une belle visibilité sur les années à venir. Tout à fait. Alors maintenant, je vous propose que l'on passe aux questions, aussi bien dans la salle ici, je vois déjà des mains levées, qu'en digital. On va donner d'abord la parole à la salle et puis je viendrai poser vos questions, mesdames et messieurs, derrière vos écrans. Bonsoir, Bonsoir. et bravo pour le travail et les performances. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est au bon moment de la soirée, mais c'est revalorisé de 4,1%. L'inflation en Europe, c'est 5,3%. Pourquoi vous ne faites pas l'inflation? Alors, C'est une bonne question. C'est une très bonne vas-y, question. Philippe. Non, mais, en fait, le prix de part, s'il dépendait que de nous, bah on pourrait effectivement l'ajuster sur l'inflation, pourquoi pas. Le prix de part, il dépend de la valeur de reconstitution. Florent de l'Église vous en parlera après. Il dépend des expertises immobilières. Donc en fait, ce sont des experts indépendants qui valorisent votre patrimoine en fin d'année et qui décident de façon indépendante de la valeur de ce patrimoine. Après, on a toujours la faculté de suivre ces experts ou pas, d'être d'accord avec ce qu'ils disent. Chez Quorum, on a toujours eu une approche prudente. On a toujours eu la volonté de respecter leur volonté et de rester sur des valeurs qui leur semblent cohérentes. Ceci étant dit, ce n'est pas parce que la valeur du prix de part elle augmente de 4,1%, et Frédéric en parlait, hein, c'est théorique, c'est-à-dire qu'on augmente de 4,1%, mais ce n'est pas sur votre compte, qu'on ne prend pas en compte l'inflation. Mais l'inflation, vous allez en bénéficier, mais vous allez en bénéficier autrement, notamment via l'indexation des loyers de votre SCPI, qui vont monter. Ouais, et je pense que votre question, en fait, elle est extrêmement sensée, mais elle représente aussi une forme de vision partielle de l'inflation. L'inflation, c'est un événement qui est une partie d'un sujet beaucoup plus complexe. Oui, les prix augmentent. Ça, c'est une réalité. Quand on parle d'immobilier, on ne parle pas de prix, parce que quand on parle d'inflation, on parle en général
de tous les biens de consommation ou des biens d'équipement. L'investissement, c'est autre chose. Quand vous investissez, le monde de l'investissement globalement professionnel, alors nous, citoyens, je veux dire, personne de la vie civile, on a des raisonnements, oui, ça augmente de 4% au niveau de l'inflation, donc moi, il n'y a pas de raison que mes placements, ils n'augmentent pas aussi de 4,5%. Ça ne marche pas comme ça, monsieur. Les investisseurs, dans le monde, voilà, de façon générale, et puis particulièrement dans l'immobilier, ils raisonnent par rapport au taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand vous avez un taux d'intérêt de 0%, on va vous dire, pour faire de l'immobilier à Paris, je vais prendre un risque par rapport à un taux d'intérêt de 0 sur une obligation d'État. Si je ne fais pas de l'obligation d'État, donc mon capital n'est pas garanti, mais si je fais de l'immobilier à Paris, je vais investir à 3%. Et alors on voit bien que c'est tout le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de l'inflation d'un côté, mais en fait les taux montent très peu. Alors oui, aux États-Unis, ils ont monté violemment. Enfin, violemment, ils ont quand même pas mal monté. En Europe, ils bougent assez peu. On a un problème, c'est que si les États se mettent à monter les taux d'intérêt, ce qui guide les taux directeurs, c'est-à-dire ce qui permet de rémunérer la dette d'État, ils vont avoir eux-mêmes un problème, c'est que leur dette va coûter beaucoup plus cher. Ça, c'est un premier problème. Et puis le deuxième, c'est que les investisseurs, si les taux d'intérêt ne bougent pas, même s'il y a de l'inflation, tout ce qu'ils voient, c'est, OK, les obligations d'État sont à 0,5, 1%. Donc moi, si j'ai toujours une prime de risque de 3%, si j'investis à Paris à 4, ça m'est amplement suffisant. Et c'est là qu'est le problème, c'est que d'un côté, dans l'immobilier, oui, les loyers, eux, ils vont être indexés à ce que vous évoquez, monsieur, qui est l'inflation des biens d'équipement, des biens de consommation, parce que les entreprises elles-mêmes vont avoir des chiffres d'affaires qui vont leur permettre de payer leur loyer, qui vont suivre l'inflation. Par contre, l'immeuble en tant que tel, tant que les taux d'intérêt ne bougeront pas, sa valeur ne bougera pas. Donc c'est tout le problème et c'est tous les enjeux du moment, parce que, évidemment, si les taux d'intérêt remontent, ça veut dire qu'on va être plus exigeant par rapport à la rentabilité d'un immeuble. C'est-à-dire que ce que Philippe achète à 7% aujourd'hui, demain, si les taux d'intérêt montent à 1%, il va dire j'achète plus à 7, il me faut du 8 pour garder ma prime de risque par rapport à une obligation d'État. C'est tout le problème du moment. Voilà, c'est que les États, hormis peut-être les États-Unis ou l'Angleterre pour d'autres raisons, n'ont pas vraiment bougé sur les taux d'intérêt. L'Europe est très frileuse à bouger sur ces taux d'intérêt parce qu'une partie de l'Europe est très endettée. Et puis parce que quand vous augmentez les taux d'intérêt, vous raréfiez l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, dans le monde immobilier, vous allez avoir beaucoup de moins d'acteurs de l'investissement qui vont s'endetter pour acheter des immeubles. Donc, vous aurez moins de demandes, d'accord ? Une offre proportionnellement qui va être plus importante, et donc vous allez faire, au contraire, baisser les prix. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est, un moment un petit peu d'antagonisme. On ne sait pas trop sur quel pied tout ça balance, et nous, c'est pour ça qu'on est extrêmement prudent depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on va sur les marchés où on est sûr que la prime de risque est très importante. D'abord, pour vous protéger de l'inflation, évidemment, en indexant les baux sur les loyers, mais surtout pour vous protéger de l'inflation sur le patrimoine. Voilà. Si par hasard, il y avait une hausse des taux d'intérêt, ça voudrait dire une décote du marché immobilier de façon générale. Mais en ayant acheté à 6, 7, 8%, vous êtes beaucoup plus protégé que si vous avez acheté à 3 ou 4% dans le centre de Paris ou acheté une tour à 3% à Francfort. Donc votre question, monsieur, elle est extrêmement pertinente et elle est au centre de toutes nos préoccupations aujourd'hui. Mais la réponse à ce problème-là est éminemment complexe. Merci beaucoup. Une deuxième question peut-être dans la salle, sinon je passe sur le digital. J'ai deux questions. La première, comme vous vous occupez de 3 SCPI, comment vous répartissez les acquisitions entre l'une ou l'autre? Et deuxième question, quand vous vendez, il y a forcément un acheteur. Et la question que je me pose à chaque fois, mais qui a acheté? Et il y a une rumeur qui a circulé, je ne sais pas si elle est vraie, que votre immeuble de santé en Hollande a été acheté par une SCPI française qui commence par P. Non. Je vais déjà répondre sur votre première question. D'abord, nous, on aime toutes les SCPI qu'on gère. Parce qu'on aime, tous les associés de nos SCPI nous ont fait confiance. Donc, on a des règles d'investissement extrêmement précises, draconiennes. C'est-à-dire que les règles, elles sont, je ne vais pas vous dire simples et basiques, mais en gros, c'est la SCPI qui a attendu le plus longtemps d'investissement qui est la première servie. Mais avant ça, il faut que l'investissement il soit compatible avec sa stratégie. Et comme on a 3 SCPI, alors vous allez me dire c'est de la chance, je vais vous répondre pas tout à fait, qui ont des stratégies différentes. Vous voyez par exemple Corum XL, la petite sœur de Corum Origine, elle peut investir hors de la zone euro, donc elle peut investir par exemple en Angleterre, ce que ne peut pas faire Corum Origine. Donc pour être... Alors,
vraiment complètement concret sur ce problème-là, je peux vous assurer que dans les comités d'investissement, quand il faut affecter un investissement à une SCPI par rapport à une autre, dans les faits, il est très rare qu'on ait un problème d'affectation. Pour cette raison, de stratégies différentes des SCPI. Je vais te laisser répondre sur l'autre question. C'est des SCPI sur des niveaux de rendement différents, Quorum Origine, Quorum XL, Quorum Orion, donc dans 95% voire plus des cas, c'est assez évident où l'immeuble va être affecté. Et si ce n'est pas le cas, Frédéric l'a dit, la règle de gestion très simple, c'est la SCPI qui a le plus de cash non investi qui prendra l'actif. Et pas que de rendement, Philippe, aussi de stratégie d'appréciation du patrimoine et de quelque part de risque. Deuxième question, qui est très concrète. Non, notre immeuble de Leiden, dont vous parlez aux Pays-Bas, avec de la santé, il a été acheté par un des plus gros fonds du monde, qui est un gros fonds américain qui s'appelle TPG en anglais. La vente à laquelle vous faites référence, je pense, qui a été vendue, on a effectivement vendu à une SCPI française, dont je ne citerai pas le nom parce que ce n'est pas le lieu, et voilà, c'est les hôtels B&B. Voilà. Merci beaucoup pour cette transparence. Je relais une question en digital. Si vous avez d'autres questions, on se retrouve ensuite pour le cocktail. Et en digital, vous écrivez nom, prénom, question. On y répondra un petit peu plus tard. Donc question, par quels moyens analysez-vous la solidité financière de vos locataires? Comment évaluez-vous le risque d'impayé? Alors ça, c'est une excellente question, oui. Parce que c'est une question qui est au cœur de notre stratégie. On s'est un peu amusé en 2020, au moment de la crise de la Covid-19, parce qu'on a vu un grand gestionnaire qui faisait une annonce sur Business Immo. Alors Business Immo, c'est le journal de l'immobilier en France, qui faisait une annonce professionnelle dont il était très fier en disant que désormais, il allait analyser le score de crédit de ses locataires. Nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis le lancement de la SCPI, c'est quelque chose dans lequel on est extrêmement impliqué parce que c'est Frédéric et moi souvent qui revoyons ces éléments-là et qui donnons le feu vert à la fin. On a une cellule qui est dédiée à cette analyse qu'on appelle analyse crédit. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important. On vous dit que la stratégie de Quorum Origine, c'est d'avoir des locataires solides et des beaux longs. Donc il faut analyser deux choses. Il faut analyser le bilan du locataire à date, sa capacité à payer le loyer aujourd'hui, qui est extrêmement importante. Mais il faut aussi analyser sa capacité à payer le loyer dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, en fonction de la durée du bail. Ça veut dire qu'on regarde non seulement la solidité du locataire, mais aussi dans quel business ce locataire est impliqué. Je peux vous donner un exemple concret. En 2019, on a acheté le siège d'une société finlandaise à Helsinki qui s'appelle Verkkokauppa. Pardon pour ma prononciation. Cette société, c'est l'équivalent de Cdiscount en Finlande. C'est le leader du e-commerce en Finlande. C'était un très très bel immeuble en centre-ville d'Helsinki. Mais il y avait un bail de 8 ans. On a regardé la solidité et la société était très forte financièrement. Mais notre problématique, ça n'a pas été ça. Notre problématique, ça a été qu'est-ce qui se passe si dans 3, 4, 5 ans, Amazon pénètre le marché finlandais. Et nos conclusions, ça a été de se dire, aujourd'hui, les Finlandais achètent finlandais. C'est une société qui est très proche des préoccupations des Finlandais qui livrent uniquement en vélo électrique. Et si Amazon devait pénétrer ce marché, probablement, Verkkokauppa continuera à exister, voire probablement serait racheté par Amazon. Et du coup, on a donné le feu vert. Mais ça nous est arrivé régulièrement de renoncer à certains investissements parce qu'on considère que le locataire ne peut pas payer dans le temps. Ou pour des raisons d'affectation des fonds, on a ainsi trouvé... c'est vraiment un sujet sur lequel on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'y passe beaucoup de temps à titre personnel. Avec 3 collaborateurs et on fait vraiment des études très poussées. Alors encore une fois, il nous arrive de nous tromper. Et il ne faut pas nier, on n'a pas juste dans 100% des cas, mais je pense qu'on a plutôt une belle réussite et la crise du Covid l'a démontré. Mais il nous est arrivé, par exemple, en achetant un immeuble, au-delà du locataire, c'était le locataire qui vendait son propre immeuble, je me souviens, c'était à Madrid. Et on s'est rendu compte, en creusant, on ne comprenait pas ce qu'il y avait dans les comptes. Le locataire vendait son immeuble, le propriétaire vendait son immeuble pour en devenir locataire, et on ne comprenait pas parce qu'il avait beaucoup de trésorerie. Alors, si on s'arrête au ratio des différents organismes de notation, il n'y a aucune question à se poser, on achète les yeux fermés. En fait, on y a passé beaucoup de temps, on a fouiné pendant des jours, et on s'est aperçu qu'il y avait un scandale aux États-Unis qui était lié à la maison mère de ce locataire, qui en fait était lié à une fondation qui permettait de financer la campagne de Madame Clinton et qui avait eu un scandale à Wall Street parce qu'ils avaient fait une obligation, ils avaient lancé une émission obligataire qui avait été retoquée par la SEC à l'époque, qui était l'équivalent de l'AMF américain, et que donc il fallait absolument qu'ils remboursent cet emprunt obligataire, donc ils vendaient les bijoux de famille qui étaient les immeubles. Le problème, c'est que ça a posé un vrai problème en termes de ce qu'on appelle loi anti-blanchiment.
de notre point de vue. Évidemment, il était hors de question que sorte dans la presse espagnole un début de scandale sur une école qui permet de financer la campagne de Mme Clinton avec une SCPI française qui avait acheté l'immeuble et qui indirectement, avec l'argent, votre argent, avait financé une campagne électorale aux États-Unis. Mais ça va jusqu'à ce point-là. Et c'est vraiment, chez Quorum, un sujet, l'analyse des locataires, et y compris des vendeurs d'ailleurs, tout comme des acheteurs, qui est un sujet extrêmement sensible. Et ça repose aussi sur un constat très simple, et on vous le répète depuis des années, c'est qu'un immeuble ne vaut rien sans un locataire. C'est-à-dire que le plus bel immeuble du monde, il ne vaut rien si le locataire ne paye pas le loyer. Donc c'est très bien d'avoir un beau long terme, c'est très bien d'avoir un locataire solide, mais si vous arrêtez de vous payer au bout de 5 ans, tout ce qu'on vous a expliqué là et tout ce que vous a expliqué tout à l'heure Florent qui va monter sur le tableau sur les résultats, ça ne sert absolument à rien. C'est pour ça que chez Quorum, je peux même dire que c'est une obsession l'analyse de ces locataires. Merci beaucoup, merci à vous pour cette question. On enchaîne et on va maintenant parler chiffres, même si c'était déjà un peu le cas. Et on va appeler ici sur ce plateau, sur cette scène, Florent Deléglise qui gère votre SCPI. Et on va évoquer les principaux résultats et chiffres de votre SCPI en 2021. Installe-toi Florent, bienvenue à toi. Merci, bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Alors, je vous propose d'illustrer tout ce qui vous a déjà été présenté avec quelques chiffres. Et pour ce faire, on peut commencer avec les résultats de votre SCPI Quorum Origine en 2021. S'il y avait 3 chiffres à retenir, ce seraient ceux qui apparaissent à l'écran derrière moi ou sur vos écrans chez vous. Le premier, les loyers facturés chaque mois ou chaque trimestre aux locataires de vos immeubles. Ces loyers constituent la principale source de revenus de votre SCPI. Et ces loyers étaient de 154 millions d'euros en 2021. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Florent, parce que toi, tu baignes dans ces chiffres-là au quotidien, Philippe aussi, mais Charlotte, 154 millions d'euros de loyer, c'est des sommes... c'est votre épargne, hein, c'est pas nous, Quorum. Ça, c'est le placement de votre épargne, génère 154 millions d'euros de loyer. C'est des sommes absolument colossales. Et ça fait peut-être, au bout du compte, des petites sommes quand on regarde le dividende par part, mais comme on dit, les petits ruisseaux font les grands fleuves. Et c'est tout. 10 ans après, c'est quand même impressionnant de voir la taille et la création de valeur générée par votre SCPI. Effectivement, les chiffres sont conséquents. Deuxième chiffre que je voulais souligner ce soir, donc les résultats immobiliers. Qu'est-ce que le résultat immobilier? C'est le résultat d'exploitation de vos immeubles, autrement dit les loyers moins les charges directement liées aux immeubles. Et ce résultat immobilier était de 146 millions d'euros en 2021. C'est quand même un chiffre qui est très très proche du loyer. Parce que moi, dans mon appartement, j'ai une taxe foncière qui représente un peu plus que cette différence-là en pourcentage. Donc tu peux m'expliquer pourquoi c'est aussi proche? Alors effectivement, c'est un très bon point. Ces deux chiffres sont très proches. Et cela s'explique par une raison principale, qui est la nature des baux, donc des contrats de location qui lient les locataires de vos immeubles avec votre SCPI. Et ces contrats de location prévoient que la majorité des charges directement liées aux immeubles, soient supportées directement par les locataires. Alors à l'inverse, Florent, parce que je sais que tu vas prêcher pour ta chapelle, des provisions pour gros travaux de 5 millions d'euros, ça paraît particulièrement faible à l'aune d'un patrimoine de 2,2 milliards d'euros. Exactement, et c'est d'ailleurs pour les mêmes raisons, c'est encore lié à la nature de ces contrats de location qui prévoient que les travaux liés aux immeubles soient eux aussi supportés pour leur majorité directement par les locataires. Ce qui m'amène donc au dernier chiffre de ces slides, le résultat net, donc finalement qui correspond au résultat global de votre SCPI, en intégrant ses frais de fonctionnement, ses provisions pour travaux visant à maintenir l'état de vos immeubles, ou encore le résultat financier composé d'intérêts d'emprunt. Ce résultat net était de 115 millions d'euros en 2021, ce qui correspond à un résultat par part, soit le résultat divisé par le nombre de parts, de 63 euros. Pardon, vas-y, je t'ai coupé. Non, pardon. Ces 63 euros vous ont été distribués directement sur vos comptes bancaires le 10 de chaque mois. Moi, je voulais qu'on se parle de la performance à présent. Exactement. Alors du coup, venons-en, parlons performance. Donc la performance 2021, 7,03%.
Pour rappel, l'objectif de performance de votre SCPI Quorum Origine est de 6%. Cet objectif a été tenu et dépassé depuis maintenant plus de 10 ans. Et si on regarde d'un peu plus près la performance 2021, vous verrez qu'elle se décompose en 2 parties. Une première partie qui est issue directement des loyers collectés qui vous sont reversés net de charges chaque mois directement sur vos comptes bancaires. Cette partie représente 5,78% de performance. Et une seconde partie qui correspond aux plus-values réalisées lors de cessions d'immeubles et qui vous sont à nouveau redistribuées directement sur vos comptes bancaires. Et cette partie représente une performance de 1,25%. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure et puis je suis sûr que ça ne vous aura pas échappé, mais le prix de part de votre SCPI Quorum Origine a fait l'objet d'une 7e augmentation, revalorisation au 1er avril 2022. Pour atteindre 1 135 €, soit une progression d'un peu plus de 4%. Alors, de quoi résulte cette progression? Elle résulte des valeurs que vous pouvez voir apparaître sur vos écrans, valeurs de réalisation, valeurs de reconstitution. Donc, pour rappel, la valeur de réalisation correspond à la valeur de marché de votre SCPI. Autrement dit, la valeur de marché des immeubles à composants auxquels on vient ajouter les autres éléments de votre patrimoine, tels que la trésorerie. Cette valeur de réalisation était de 920 € par part en 2020 et elle a augmenté à 963 € par part en 2021. Ensuite, la valeur de reconstitution, celle-ci correspond à la valeur de réalisation augmentée des frais nécessaires à l'acquisition des immeubles constituant votre SCPI, des frais tels que des frais de notaire, des droits d'enregistrement, des expertises, etc. Cette valeur de reconstitution était... Excuse-moi, et des commissions de souscription de 12%. Et des commissions de souscription de 12%. Donc les commissions de souscription sont payées une fois. Par contre, les coûts d'acquisition, ils reviennent à chaque fois qu'on achète un immeuble. Mais en fait, ils sont financés par les nouveaux porteurs, puisque avec l'argent des nouveaux porteurs, on achète des nouveaux immeubles, et c'est cet argent-là qui sert aussi à couvrir les coûts d'acquisition. Tout à fait. En fait, le terme reconstitution n'est pas anodin. Si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de se dire quels seraient les coûts engagés pour reconstituer votre patrimoine d'immeuble à l'identique. Et ça comprend effectivement les commissions de souscription. Enfin, vous n'auriez pas à les repayer une deuxième fois non. Pour ceux qui sont présents. Non, évidemment. Effectivement. Et cette valeur de reconstitution a progressé entre le 31 décembre 2020, où elle était de 1 117 € par part, à 1 177 € par part au 31 décembre 2021. C'est beaucoup, 4,1%. Oui, c'est beaucoup, effectivement. C'est la plus forte augmentation de prix de part depuis la création de votre SCPI. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. Le premier, c'est que, vous l'avez noté, en 2020, il n'y a pas eu d'augmentation de prix de part. On était dans un contexte un petit peu particulier, en pleine crise Covid. On y est sans doute encore un petit peu. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a eu un certain décalage temporel à ce niveau-là. Et aujourd'hui, vous pouvez en tirer les bénéfices avec cette augmentation de prix de part de plus de 4%, ce qui est effectivement conséquent. Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que depuis 10 ans, votre SCPI est sans doute celle qui, en moyenne, a augmenté son prix de part le plus régulièrement. Et ça, c'est une politique qu'on a toujours menée. Alors, par moment, on a été prudent, ça a été le cas en 2020, 2021, et puis également, je crois, de mémoire, c'était 2017. Mais c'est vraiment impacté l'appréciation du prix de patrimoine dans le prix de part pour faire en sorte que les nouveaux épargnants qui rejoignent votre SCPI payent l'accès à votre SCPI au juste prix. Voilà. Et s'il y avait un écart trop important, il y aurait une forme de décote et ce qu'on appelle une dilution sur le plan financier, c'est-à-dire que les nouveaux épargnants qui arriveraient dans votre SCPI, eh bien, ils bénéficieraient quelque part d'une bonne affaire à votre détriment. C'est pour ça qu'on a toujours fait croître ce prix de part très régulièrement, et ce qui est assez unique sur le marché, puisqu'on voit plutôt des augmentations de prix de part par grand coup une fois tous les 4-5 ans. Et voilà, je pense qu'à l'avenir, on va partager ça régulièrement ensemble, mais on va maintenir cette politique qui nous semble être saine. Et il y a un point qu'il est très important de préciser, c'est que ces valeurs et cette augmentation de prix de part, elle est le reflet, comme je le disais, de la vision des experts indépendants qui expertisent votre patrimoine. Sauf que les experts, ils sont comme tout le monde, ils peuvent se tromper et ils peuvent parfois être un peu prudents parce que leur responsabilité, par exemple, peut être engagée si la société n'arrive pas à vendre au prix qui est expertisé. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant et qui explique pourquoi chez Quorum, on privilégie la plus-value, même si on est très content de vous augmenter le prix de part. Les immeubles des Pays-Bas dont on parlait, monsieur, récemment, ils étaient expertisés 29 millions d'euros en 2020, fin 2020. On les vend en 2021, 6 mois après, 42 millions d'euros. Donc on voit qu'il peut y avoir des écarts relativement importants entre la valeur qui est considérée comme la valeur de marché et la valeur effective le jour où vous le mettez vraiment sur le marché. Et c'est aussi pour ça que c'est important, quand on est dans un bon cycle,
de vous faire bénéficier de ces ventes. Parce que la valeur de ces immeubles, elle n'aurait pas toujours été de 42 millions d'euros. Il faut saisir le bon moment. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose maintenant d'intervenir puisque c'est le moment de vos questions, ici en présentiel mais également à distance. Et d'ailleurs, j'ai déjà quelques questions. Alors, pourquoi cette augmentation surprise de la valeur de la part alors que l'augmentation de la valeur du patrimoine doit être validée par l'AG? Ah, Non, elle est validée rétrospectivement par l'AG. Elle n'a rien de surprenant. En fait, pour un problème très simple et parfaitement compréhensible de respect du droit des associés. Voilà, on ne peut pas annoncer l'augmentation du prix de part à l'avance. Alors, on l'a fait, je crois, le lendemain. C'est juste pour éviter de faire en sorte que des gens aient une information avant d'autres et bénéficient d'une bonne affaire et déséquilibrent quelque part la SCPI avec un afflux d'argent voilà, qui ne serait pas à la fois contrôlé et qui ne serait pas correctement, une information correctement répartie entre tous les associés existants ou potentiellement intéressés pour sortir. Alors ça, c'est notre conviction, mais en plus de ça, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a un régulateur qui s'appelle l'autorité des marchés financiers et qui interdit formellement de donner quelque information que ce soit préalablement à une augmentation de prix de part. Alors je sais que pour ceux d'entre vous qui sont porteurs de parts dans d'autres SCPI, certains gérants ont des pratiques différentes de celles de Quorum. Voilà, nous ne prenons pas cette responsabilité, nous respectons la réglementation qui nous paraît, en tout état de cause, parfaitement logique. on parlait de transparence tout à l'heure, on est vraiment là-dessus. Voilà, et puis on vous donne aussi un certain nombre d'informations toute l'année. Suivez aussi ce qu'on fait de votre épargne. L'information sur les valeurs de part, on les a communiquées dans les rapports. Voilà, on vous a expliqué qu'on ne laissait pas dériver la valeur de part par rapport à la valeur théorique par part de votre SCPI. Voilà, je vous invite à peut-être un peu de vigilance à l'avenir. Merci beaucoup. Deuxième question, à distance. Pourquoi faire des emprunts alors que vous pourriez vous servir uniquement des versements des nouveaux associés, surtout que les taux vont monter? Alors, c'est une bonne question et on l'a un peu expliqué dans l'essence de notre gestion et je vais le reprendre parce que c'est très important. La SCPI, c'est soit une machine qui fonctionne très très bien et qui crée beaucoup de performance, soit une machine à diluer la performance. Vous avez tous, quand vous avez souscrit, entendu votre conseiller, que ce soit quelqu'un de chez Quorum ou un conseiller en gestion de patrimoine, vous dire vous avez un délai de jouissance de 6 mois, donc si vous souscrivez aujourd'hui, vous percevrez vos premiers dividendes au premier jour du 6e mois, donc après 5 mois. Pourquoi est-ce que ce délai de jouissance il a été fixé à 5 mois? C'est parce que ça correspond au temps nécessaire pour votre SCPI pour investir votre épargne. Et derrière, on a deux scénarios. Soit on arrive à investir votre épargne dans cette durée de 5 mois, et on va créer de la performance, la SCPI va être ce qu'on appelle relutive, soit on n'y arrive pas, et on va diluer la performance, et du coup, la performance va baisser au fur et à mesure du temps. La dette, elle nous permet d'anticiper la collecte, et du coup d'être légèrement surinvesti. Et on va utiliser la collecte pour rembourser les emprunts qu'on met en place. Et ce mécanisme, il nous permet de créer de la performance. Évidemment, on reste dans des niveaux de dette qui sont très raisonnables. On parlait de l'inflation tout à l'heure, c'est très dangereux d'être trop endetté quand il y a beaucoup d'inflation. Le niveau de dette de Quorum Origine, depuis sa création, il varie entre 15 et 25%. Donc c'est un niveau qui est très raisonnable. En revanche, ça nous permet d'améliorer la performance de votre SCPI. Alors là, Philippe vous a fait une réponse qui est celle d'un technicien chevronné et expert. Moi, je vais vous faire une réponse de bon sens. Voilà. Si vous endettez, même aujourd'hui, si vous endettez à 3, c'est cher. Mais si vous achetez un immeuble à 8, vous avez dans votre poche la différence entre les 8 et les 3, vous gagnez 5, je ne vais pas vous dire sans rien faire, en posant comme condition que les 8, il faut vraiment que vous les ayez, donc il faut que vous ayez un bon locataire qui reste longtemps et qui vous paye vos loyers. Mais en plus de ça, s'il y a de l'inflation, votre dette que vous avez mise, elle va relativement avec le temps s'éroder. Elle va coûter de moins en moins cher. Donc si en plus de ça, vous endettez à taux fixe, en définitive, vous faites le pari que si les taux montent derrière, l'immeuble va continuer à évoluer, va peut-être, si on a bien acheté, prendre de la valeur, et en définitive, ça reste une bonne affaire. Donc tant qu'on achète dans de bonnes conditions, avec des rendements supérieurs à la dette, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'il ne faut surtout pas faire à la dette, c'est prendre des risques. C'est-à-dire que acheter un immeuble avec de la dette, si on prend un risque en se disant peut-être que dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans, la valeur va baisser, là, on a perdu de l'argent. Mais autrement, on gagne. Et aujourd'hui,
la dette reste malgré tout intéressante. Alors, il faut aussi relativiser les choses. Votre SCPI est endetté à combien au 31 décembre? À moins de 20%. Moins de 20%, ce qui est extrêmement raisonnable pour de l'immobilier. Extrêmement raisonnable. Merci beaucoup. On va prendre une question ici, dans la salle, pour qu'on puisse avancer. N'hésitez pas à rester un peu plus tard avec nous pour échanger en direct. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. Je voudrais revenir sur l'inflation, mais sur les loyers perçus, cette fois-ci. Est-ce que vous avez une estimation de quel pourcentage du taux d'indexation des loyers? Voilà, c'est ça. Alors, par exemple, si l'inflation en est de fait, 5%, est-ce qu'on va... Ça va vraiment varier selon les pays dans lesquels on a investi. Ce que je peux vous dire, c'est que la France, par exemple, est un pays assez défavorable pour ça, puisqu'en France, en général, le taux de l'indexation est capé. C'est-à-dire qu'il a un cap, il a un pourcentage maximum. Donc vous allez vous retrouver souvent en France avec une inflation à 4-5%, mais une indexation maximale à 2%. Dans d'autres pays, c'est le cas par exemple des Pays-Bas, ça peut être le cas des pays anglo-saxons comme l'Irlande, on va avoir souvent des indexations qui vont atteindre des montants sensiblement supérieurs. On peut aller au-delà de 5, 6, 7, 8%. Donc il n'y a pas de règle générale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en étant investi majoritairement à l'étranger, on est dans un contexte d'indexation qui est beaucoup plus favorable pour continuer à suivre le niveau de l'inflation que si on était investi à 100% en France. Alors après, il y a, Philippe vient vous donner la réponse, encore une fois, très technique. Moi, je vais vous donner la réponse un peu plus entrepreneuriale. Oui, c'est vrai qu'on est peu investi en France, donc on n'est pas bloqué par ces caps, ces seuils maximum d'indexation de l'inflation. En revanche, vous imaginez bien que si un locataire, on lui impacte une inflation théorique qui était à 6% sur son loyer, et que de l'autre côté, lui, l'indexation qui répercute dans ses prix de vente est de 3%, ça ne va pas marcher. Donc, la chose qui est un peu plus compliquée à appréhender, à évaluer, c'est comment nos locataires, eux, arrivent eux-mêmes à réimpacter sur leur prix de vente ou leur prix de prestation de service, eux-mêmes l'inflation. Parce qu'au bout d'un moment, on va créer une distorsion qui peut les mettre en difficulté financièrement. C'est pour ça qu'encore une fois, si on va chercher des grands groupes internationaux sur des activités solides, on va être mieux protégé qu'avec des petits locataires. Et c'est aussi un levier pour nous dans nos négociations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une indexation très élevée, ça fait peur aux locataires. Donc un locataire avec qui il reste par exemple 2 ans ou 3 ans de bail, on va aller le voir en lui disant, écoutez, on vous propose de re-signer un bail très long, de 10 ou de 15 ans, parce qu'on sait que ça va valoriser sensiblement l'immeuble, et on met un niveau d'indexation raisonnable sur les 2 ou 3 prochaines années. Ça permet d'éviter, si on sait que c'est un locataire qui peut souffrir un peu, d'avoir un locataire qui est en difficulté, et à l'inverse, on revalorise sensiblement votre immeuble, pourquoi pas pour une vente derrière. Pour le revendre dans de meilleures conditions. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions tout à l'heure. On va enchaîner maintenant avec le rapport du commissaire aux comptes, Caillot Dedouille et associés. J'invite sur scène Monsieur Stéphane Lipski. Merci beaucoup, Florent. Merci. Merci, bonsoir à tous. Je vais être assez rapide parce que les rapports des commissaires aux comptes sont des rapports standards qui sont les mêmes depuis plusieurs années. Vous avez les deux rapports, l'un en page 59 et l'autre en page 61 de la plaquette. En page 59, vous avez le rapport sur les comptes annuels. Donc, rapport standard, je vous indiquerai simplement le point essentiel qui est l'opinion, où nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé. Le reste du rapport donne le fondement de l'opinion, justifie des appréciations et parle de la responsabilité dans la direction du commissaire aux comptes. Le deuxième rapport est le rapport sur les conventions réglementées. Ce rapport, en fait, décrit les commissions qui ont été versées. Vous avez 3 types de commissions. Une commission de gestion qui est un pourcentage de 13,2% TTC. Commission de souscription qui est de 11,976%. Et une commission d'arbitrage qui a une particularité, c'est 0,75% du prix net vendeur si celui-ci est supérieur ou égal à 5 millions d'euros et de 1% si celui-ci est inférieur à 5 millions d'euros. Merci beaucoup. Merci d'être venu intervenir. On va maintenant passer à la partie
attendu aussi à vos votes. Et avant de passer au vote, j'appelle sur scène le président du conseil de surveillance qui vous lira son rapport. Il s'agit de Stéphane Tortajada. Bonjour à tous. Je vais vous faire l'économie de la lecture complète du rapport qui fait une page. Donc, le conseil de surveillance s'est réuni à plusieurs reprises en 2021 pour examiner bien sûr les investissements, mais aussi tous les éléments de la vie de votre SCPI. Après 10 ans d'existence, la stratégie opportuniste dans les investissements a permis d'atteindre une diversification importante. Cela se traduit dans la performance financière, avec un objectif de rendement qui est atteint chaque année et largement dépassé en 2021. Cette diversification concerne autant les locataires que les types d'actifs ou les 13 pays de l'Union européenne dans lesquels la SCPI a acheté des immeubles. Plus récemment, cette diversification a permis de bien traverser les 2 années de crise Covid, avec de bonnes perspectives pour 2022, notamment sur le taux d'occupation. Le Conseil n'a pas de remarques à formuler sur les comptes annuels audités, après avoir entendu le rapport de Stéphane Lipski. Le Conseil n'a pas non plus d'observations sur les résolutions proposées lors de cette Assemblée générale et vous invite donc à les valider. Merci beaucoup, Monsieur Tortajada. J'invite maintenant à nous retrouver Anne, puisque nous allons à présent procéder au vote. Anne, tu es de retour. Merci Monsieur le Président et merci Charlotte. Donc effectivement, nous allons passer au vote des résolutions. Alors les projets de résolution sont également dans le rapport annuel entre la page 65 et 69. Je ne vais pas forcément revenir dans le détail de chacune. Vous avez un boîtier, pour ceux qui n'ont pas déjà voté par correspondance. Ce boîtier, attention, petit point technique, ne peut fonctionner que si vous enfoncez correctement la carte à puce. Pour voter, tout en haut, vous avez 3 boutons. Le bouton 1 pour voter pour la résolution, 2 pour voter contre et 3 pour manifester votre abstention. Nous allons commencer par le vote des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire. Et pour cela, je vais demander à Sandrine Fontelio de faire le point sur ce qu'on appelle le quorum, c'est-à-dire savoir si nous avons suffisamment de votants pour que les décisions, les votes d'aujourd'hui puissent être considérés comme définitifs ou s'ils ne seront définitifs qu'à l'issue d'une seconde convocation qui est prévue le 10 mai 2022. Sandrine, point sur le quorum. Pour rappel, pour l'Assemblée générale ordinaire, nous devons avoir 25%. Donc pour ce soir, bonsoir à tous, excusez-moi, les parts donnant droit de vote présentes, représentées ou faisant suite à un vote par correspondance représentent 22,90% des voix. Le quorum n'est donc pas atteint et les votes qui seront effectués ce soir donneront des résultats provisoires et seront reportés lors de la réunion sur deuxième convocation qui aura lieu le 10 mai. Merci Sandrine, on n'était pas très loin de 25%. Nous allons passer à la première résolution. Approbation des comptes annuels et quitus à la société de gestion et au conseil de surveillance pour leur mission. Donc les chiffres vous ont déjà été présentés, notamment par Florent, résultat net de 115 millions d'euros. Le vote est ouvert, vous avez une dizaine de secondes pour voter. 1 pour, 2 contre et 3 abstentions. Le vote est fermé. Et donc les résultats provisoires donnent le pour à 98,3%. Merci Charlotte. Nous passons à la deuxième résolution qui porte sur l'approbation de l'affectation du résultat au 31 décembre 2021. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Le vote est fermé. Alors, les résultats provisoires donnent le pour à 98,9%. Nous passons à la troisième résolution. Approbation des valeurs comptables de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution, telles qu'elles vous ont été présentées également tout à l'heure. Le vote est ouvert.
Le vote est fermé. Le résultat provisoire donne le pour à 98,4%. Merci. Nous passons à la 4e résolution qui porte sur l'approbation des conventions réglementées qui vous ont été exposées par le commissaire aux comptes. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 98,6%. Merci. Nous passons à la 5e résolution qui porte sur l'approbation de la mise en distribution de la plus-value sur cession, évoquée tout à l'heure, de 27,4 millions d'euros bruts, soit 20,9 millions d'euros net de fiscalité. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Le résultat provisoire donne le pour à 98,9%. Merci. Nous passons donc à la 6e résolution qui porte sur l'approbation de l'enveloppe de jetons de présence, rémunération du conseil de surveillance au titre de son activité, inchangée par rapport à l'année dernière, à 4 000 € à allouer globalement et répartis pro rata temporis au sein des membres. Nous passons au vote. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 97,4%. Merci. La 7e résolution vise à proposer d'augmenter le montant maximum des emprunts et des couverts bancaires à 1,2 milliard d'euros, donc sous réserve de la hausse proposée ultérieurement en Assemblée générale extraordinaire sur le capital maximum de 3 milliards d'euros. Donc le vote est ouvert. Le vote est fermé. Le résultat provisoire donne le pour à 94,3%. Merci. Dernière résolution de cette Assemblée générale ordinaire, le pouvoir donc pour les formalités données aux porteurs. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 98,5%. Merci. Nous allons maintenant passer à l'Assemblée générale extraordinaire et je vais demander également à Sandrine Fontellieu de faire le point sur le quorum qui doit être de 50% pour que les résultats d'aujourd'hui soient définitifs. Si nous n'atteignons pas les 50%, vos votes sont bien évidemment pris en compte, vous n'aurez pas à revenir voter, mais néanmoins les résultats sont définitifs que le 10 mai 2022 à l'issue de la seconde convocation. Donc pour ce soir, les parts donnant droit de vote à l'Assemblée générale extraordinaire, présentes, représentées ou les gens ayant voté par correspondance représentent 20,24%. Donc à nouveau, vos votes seront conservés et reportés sur la réunion sur deuxième convocation et les résultats indiqués ce soir seront provisoires. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Donc nous passons à la 9e résolution, qui est une résolution qui vise à préciser dans les statuts la réglementation applicable à l'objet de votre SCPI. Je vais vous épargner toute la lecture de la résolution dont vous avez eu connaissance dans le rapport annuel et nous allons passer au vote. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 96,7%. Merci. Nous passons à la 10e résolution qui vise à augmenter le capital maximum statutaire à 3 milliards d'euros. Il était à 2 milliards d'euros. Le vote est ouvert.
vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 96,4%. Merci. 11e résolution, qui est une résolution qui vise à simplifier des formalités administratives, assouplissement de la forme du certificat de détention de parts, notamment en cas de perte. Donc une simple déclaration de perte suffira. Nous ouvrons le vote. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 97,2%. Merci. Nous passons à la 12e résolution. Cette résolution vise à préciser dans les statuts à quelle date on va apprécier l'engagement de la responsabilité de chaque associé, c'est-à-dire engagement au jour de la mise en cause éventuelle et non pas du jour de la souscription. Quelque chose qu'on avait besoin de préciser dans les statuts puisque ça n'était pas clair. Donc nous vous proposons et nous ouvrons le vote. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 97,1%. Merci. Nous arrivons bientôt à la fin. Il n'y en a que 39, donc on est à un tiers. Jolie chorégraphie, je trouve. Anne, on est vraiment bien là. 13e résolution, encore une résolution qui vise à apporter de la simplification sur les modalités du nantissement des parts, notamment pour les associés qui achètent à crédit leurs parts. Plutôt qu'un acte authentique, un courrier simple sera dorénavant suffisant pour pouvoir nantir les parts. Nous ouvrons le vote. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 97,1%. Une 14e résolution, encore une fois une résolution de simplification sur les modalités de retrait d'un associé qui peut dorénavant s'effectuer par courrier simple ou tout autre moyen non courrier mais avec accusé de réception. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 98,3%. Une 15e résolution, là encore, dans un souci de précision dans les statuts sur les attributions et pouvoirs de la société de gestion dans le cadre de la gestion de votre SCPI. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 97,3%. Merci. La 16e résolution évoquée par Philippe, qui prévoit des modifications à l'article 17 des statuts portant sur la rémunération de la société de gestion et notamment la fixation de la commission d'arbitrage sur actifs à 5% du prix de vente si et seulement si une plus-value supérieure à 5% est réalisée. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 82,6%. Je vous remercie. 17e résolution, qui est encore une résolution de mise en conformité des statuts avec la réglementation applicable au commissaire aux comptes. Il s'agit de nettoyer les statuts de référence obsolètes. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 97%.
18e résolution, avant-dernière, ajout d'un nouveau titre et d'un nouvel article portant sur la mission du dépositaire. Voilà. Encore une fois, de la précision au sein des statuts de votre SCPI. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Et le résultat provisoire donne le pour à 96,9%. Je te remercie, je vous remercie. 19e résolution et dernière, pouvoir pour les formalités réalisées au titre de l'Assemblée générale extraordinaire, pouvoir au porteur. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Alors le résultat provisoire donne le pour à 97,5%. Je remercie. Donc l'ensemble des résolutions ont donné lieu à un vote et personne ne demandant plus la parole. La séance est levée. Cependant, nous vous proposons de continuer à échanger sur la stratégie 2022 avec Frédéric et Philippe. Absolument. Je vous passe le relais. D'ailleurs, en 2022, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour Quorum Origine, pour Quorum au sens plus global? On veut tout savoir. Philippe 2022, ça va être une année... c'est un vrai challenge pour les équipes qui ont fait un super travail en 2021 avec une performance à 7,03% qui est une des meilleures historiquement, la deuxième meilleure de l'histoire de votre SCPI. Le challenge en 2022, c'est de reproduire quelque chose de similaire. On s'y attelle. Il y avait un vrai enjeu sur le premier trimestre qui a été plutôt bien réalisé. Je vous en parlais avec les investissements qui ont été faits. Pour vous donner quelques chiffres, il y a déjà à peu près 140 millions d'euros qui ont été sécurisés, quand l'année dernière, on en a investi 225. Excuse-moi Philippe, ça veut dire quoi sécuriser 140 millions d'euros? Alors pardon, ça veut dire que c'est 140 millions d'euros qui ont été soit déjà actés, soit qui sont sous promesse de vente, donc qui sont sécurisés. Quand l'année dernière, on a investi 225 millions d'euros au total. Donc c'est plutôt une année qui est bien engagée. Après, il ne faut pas se relâcher, il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail sur votre patrimoine. Je vous parlais du taux d'occupation, de renégociation avec certains locataires, d'attirer de nouveaux locataires. Et puis il y a un travail sur les ventes. On espère venir l'an prochain avec aussi des bonnes nouvelles. Donc beaucoup de choses qui sont engagées, mais des équipes qui sont toujours aussi engagées également. Et un travail, il y a une année qui s'annonce absolument passionnante, dans un contexte qui est très particulier et sur lequel on sera très prudent. Et quand je parle du contexte, on parle évidemment de la crise en Ukraine, on parle de l'inflation, on parle de différents sujets qui ont été abordés au cours de cette Assemblée générale et sur lesquels on continuera de communiquer tout au long de l'année 2022. Voilà, et puis peut-être en conclusion, vous dire que d'abord nous sommes très fiers de gérer votre SCPI depuis 10 ans. C'est vraiment pour toutes les équipes, cette SCPI est le symbole de l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Quorum et par lequel voilà, tout a commencé par cette SCPI lancée en 2012 avec à l'époque pas mal de railleries sur les performances annoncées et beaucoup d'interrogations sur notre capacité à les tenir dans le temps. Nous sommes assez confiants pour les années à venir et nous travaillons aussi à la notoriété de notre entreprise, donc qui s'appelle Quorum. Alors, on travaille à la notoriété de notre entreprise pour une première raison, qui est la notoriété des SCPI qu'on gère et la notoriété de votre SCPI. Puisque, oui, c'est un investissement immobilier, c'est un investissement à long terme. C'est très bien de faire des très belles performances, mais c'est encore mieux le jour où vous souhaiterez sortir de la SCPI et puis retrouver votre argent, votre capital, que vous puissiez retrouver votre argent rapidement. Et comme on fait de l'immobilier, vous savez, il y a un truc qui s'appelle la liquidité. Il faut normalement un peu de temps pour vendre un immeuble et le fait que vous puissiez sortir. Alors, grâce à la formidable dynamique de votre SCPI, de nos SCPI de façon générale, aujourd'hui, si vous souhaitez revendre vos parts de Quorum Origine, ça prendrait quelques heures, quelques jours maximum, et vous pourriez retrouver très rapidement votre capital. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir ça fait. Nous, on fait en sorte que les performances de votre SCPI elles restent au meilleur niveau, que vous soyez satisfait, que vous souhaitiez rester.
Mais pour autant, on travaille aussi à la notoriété donc, de Quorum, notamment à travers ce bateau. On peut peut-être afficher l'image d'ailleurs, pour faire de Quorum une entreprise connue, un acteur de l'épargne connu et reconnu, ce qui ne pourra que favoriser la liquidité, donc la revente des parts, et faire en sorte que ces placements soient liquides, bien que ce soit de l'immobilier. Et c'est donc pour ça qu'on a ce projet. C'est pas du sponsoring, il faut bien comprendre que ce bateau appartient à la société de gestion, alors aucun impact pour vous, pour votre épargne. C'est Philippe et moi qui sommes actionnaires de la boîte avec nos autres associés, donc actionnaires de l'entreprise Quorum. On est propriétaire de ce bateau. Toute l'équipe technique de 15 personnes qui le gèrent, qui le développent et le skipper sont des salariés de Quorum. Et tout ce projet est au service de la notoriété, faire en sorte que Quorum devienne un acteur reconnu de l'épargne en France et au-delà, en Europe. Et puis, si j'avais, moi, aujourd'hui, quelque chose à vous demander, une seule chose, c'est d'être vous-même témoin des performances et de ce qu'on fait pour votre épargne. N'hésitez pas à en parler entre vous. Ça sera aussi une façon d'assurer la notoriété et donc la liquidité de votre placement. Merci pour votre confiance. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous invite, alors on vous remercie déjà en distanciel d'avoir assisté à cette Assemblée Générale. Si des questions que vous aviez n'auraient pas été répondues, auxquelles on n'aurait pas répondu, envoyez votre prénom, votre nom et la question. Et nous, on se retrouve tout de suite pour un cocktail et vous pouvez continuer à poser vos questions. Merci, j'ai été ravie d'être avec vous. Merci à tous.